plaisir de réappeler Emmanuel Villiers, qui va nous repartager de nouvelles tendances issues de la NRF. Merci Barbara. Il te faut la petite zapette. Vous avez pu manger, vous avez pu digérer. Voilà, c'est le petit moment, on va essayer de vous réveiller pour réattaquer la deuxième après-midi. Donc on a eu plein de partages d'expériences ce matin. J'avais démarré avec un des premiers retours de notre rapport sur l'ANRF et le retail et l'e-commerce, qui était effectivement ce sujet de l'inflation qui est loin d'être évident. On voit qu'à côté de ça, il y a aussi un autre sujet, c'est celui vraiment du service, du conseil client. Finalement, on voit qu'on a des clients de plus en plus connectés, informés, voire des fois qui connaissent mieux nos produits que nous-mêmes. Donc je vous l'avais dit, on s'est un peu inspiré des catégories de The Retail Economy, qui est un très bon ouvrage sur un petit peu les grosses tendances du retail. Ce matin, on avait parlé plutôt du coût. Là, on va parler plutôt aussi de la curation, de la sélection. Finalement, qu'est-ce qu'on met en avant dans nos points de vente? On pourrait se dire sur Internet, on a un choix illimité. Donc du coup, dans un point de vente, on est forcément limité par la taille des étals. Qu'est-ce qu'on propose? Et puis, surtout comment on en parle, comment on conseille les clients, finalement ce petit supplément d'âme ou de service qu'on peut avoir, et puis pourquoi pas comment on customise les produits. Et c'est vrai que ce sujet de personnalisation, on l'avait déjà vu depuis les 4-5 ans à la NRF dans les points de vente avec Converse, Nike et les autres, mais depuis on voit que ça s'est développé et sur le web aussi. Alors déjà, c'est vrai que quand on parle d'e-commerce, on a toujours ce sujet de quoi on parle. Parce que finalement, on nous dit on doit accélérer le e-commerce. Le e-commerce a accéléré, maintenant il accélère moins vite. Enfin, là, on a tendance à dire qu'il décroît. Non, en fait, il accélère moins vite qu'avant. Mais c'est pas la même chose quand on vend en direct, quand on vend sur une marketplace, si on fait de la seconde main, si on fait de la vente flash, si on fait de la location. On voit que finalement, il y a plein de façons de vendre sur Internet. On a le live commerce, il y a Retax qui est là-bas. On peut faire un showroom 3D. Il y a Infinite aussi qui est là, qui peut vous faire des visualisations photoréalistes à partir de fichiers 3D. Donc c'est vrai qu'on prend un peu un mot attrape-tout pour parler de choses qu'on quand même pas grand-chose à voir, avec des canaux très différents. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire non plus, il faut s'intéresser à tout et après il faut choisir. Et puis avec toute cette logique, alors on invente toujours des nouveaux mots, on nous parlait de multicanal, de cross-canal, d'omnicanal, maintenant on nous parle de commerce unifié. Il y en a même qui nous parlent aussi de headless commerce, pour nous dire on sépare le front en e-commerce du back et on peut changer l'interface. Bon, peu importe, on voit bien que le challenge, finalement, c'est le everywhere commerce, c'est de se dire demain, on doit être sur tous les points de contact pour permettre de manière la plus simple, la plus rapide, la plus personnalisée cette transaction. Et on voit d'ailleurs que finalement, on est un peu le Moyen-Âge de l'Asie, puisque WeChat et Alipay ont été un petit peu freinés par le gouvernement récemment. Il y a eu Jack Ma qui a vu son IPO Alipay suspendu par le gouvernement, qui a quand même rappelé gentiment que la tech c'était bien, le gouvernement c'était mieux. Mais on voit quand même qu'en tout cas, il y a aussi cette logique finalement. D'abord, quand on parle d'e-commerce, c'est souvent de mobile commerce. Et sur le mobile, on a beau faire des web apps, etc. L'air de rien, les applications, c'est quand même pratique, surtout quand elles sont riches, bien pensées, très puissante. Et effectivement, quand on regarde WeChat et Alipay en Chine, Medjoko ou d'autres, on voit bien que de plus en plus, via une seule app, on peut faire de plus en plus de choses. C'est Carrefour qui nous a dit qu'il travaillait sur sa super app aussi, entre la carte de feed, la carte de paiement, la partie promotion. Donc voilà, demain, c'est aussi se dire finalement, j'ai pas un client, j'ai des clients. Le même client peut avoir des envies ou des parcours clients différents selon le moment ou les humeurs. Donc comment on repart de lui? Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident puisque on n'était pas forcément client-centrique. On parlait de la data tout à l'heure avec Microsoft qui nous disait aussi que la data n'a pas forcément été organisée autour d'un seul client au démarrage. On avait la data produit, la data sortie de caisse, la data feed. Sauf que, idéalement, on veut que tout fonctionne de manière simple. À côté de ça, on a aussi les marketplaces. Donc là, effectivement, on ne va pas vendre en direct, on va vendre chez quelqu'un d'autre. Ou si on est retailer, on va vendre plus de produits que ce qu'on a chez soi. On va proposer, finalement, on va essayer de leverager le trafic qu'on est capable d'avoir pour proposer plus de choses. D'abord pour se battre face à des géants beaucoup plus gros que nous. Et donc, effectivement, ça pose tout un tas de sujets. Comment je travaille avec cette marketplace? Est-ce que je l'opère? Est-ce que j'y vends? Est-ce que j'achète de l'activation dessus? Est-ce que je mets toute ma gamme produits? Ou est-ce que je mets que quelques produits pour bénéficier de l'audience, mais en même temps je fais plus de marge chez moi, donc j'en mets un peu des deux côtés?
voilà, ça pose tout un tas de sujets. Et effectivement, on voit que les milléniaux, ils aiment bien le choix, ils aiment bien naviguer sur Internet, ils sont peut-être un peu moins attachés à une enseigne, et donc ils vont pas hésiter à aller sur les sites. On parlera de fast fashion, par exemple, où on a quasiment un contenu illimité. Si vous allez sur Shein aujourd'hui, c'est impossible de faire le tour de tous les produits qu'il y a sur la plateforme, tellement il y en a et tellement ça change vite. Alors évidemment, Amazon a été parmi les premiers à être d'abord sur le e-commerce et puis à devenir une marketplace et à proposer de vendre le produit des autres en prenant une com, puis d'ailleurs de faire aussi le fulfillment by Amazon, donc vous proposez la logistique, et puis derrière vous proposez de la mise en avant, donc on vend du retail média, donc à la fin on est presque employé d'Amazon sans s'en rendre compte quand on vend chez eux. Mais on voit que ces discounts, AliExpress, Fnac, arrivent tout doucement. Et puis Uber, Rakuten ou d'autres, même Walmart, sont en train d'accélérer face à Amazon, qui se retrouve un petit peu enfin concurrencé, tout doucement. On voit que un certain nombre de retailers comme Boots, comme Superdrug ou Decathlon, sont en train d'adopter ce modèle-là pour essayer d'enrichir leur offre, pour proposer toujours plus de choix aux clients, pour récupérer de la marge aussi sur d'autres produits. Et effectivement, Amazon, tout doucement, même s'ils sont toujours aussi gigantesques, avec 1 600 000 employés, Walmart est encore à 2 100 000, mais ils en ont beaucoup plus en retail. Et pour les deux, quelques robots au milieu des allées, on voit bien, pour Amazon, ça commence à devenir un petit peu compliqué, surtout que c'est pas sur le e-commerce qu'ils font plus de marge par rapport au retail média ou par rapport à AWS sur le cloud. Ils ont eu des coûts de livraison énormes l'année dernière qui ont beaucoup impacté leurs résultats en bourse. On voit d'ailleurs que là, Walmart s'est moqué d'Amazon, puisque maintenant Amazon, sur les courses, vous fait payer la livraison si vous ne dépensez pas au moins $150 sur un panier, et Walmart c'est 35, donc ils étaient très contents de faire un tweet hier en se moquant d'Amazon, en disant nous chez Walmart Plus c'est à partir de 35, après je sais pas combien ça leur coûte, mais en tout cas on voit qu'il y a toujours cette concurrence, et on voit au passage d'ailleurs que le quick commerce c'est un petit peu écrasé par souci de rentabilité essentiellement, avec des modèles pas simples. On voit qu'il y en a qui essaient d'inventer des marketplaces différentes, plus simples, ou des solutions pour pouvoir intégrer des marketplaces sur son site. Là, je vous en ai mis deux, par exemple. Et on voit que, avant, on avait des magasins indépendants qui se sont fait un petit peu concurrencer à l'époque par le mall ou les hyper. Et puis, tout doucement, ces géants du retail eux-mêmes se font concurrencer, soit par des e-commerçants, soit aussi par les réseaux sociaux qui essaient d'aller récupérer de l'audience et nous la revendre, voire demain de faire du social commerce. Mais bon, là, pour le moment, ça n'a pas trop marché. Et puis, effectivement, les retailers qui contre-attaquent avec le retail média. Sur la partie aspect conseil, on voit bien que, effectivement, si on fait l'effort d'aller en point de vente, qu'est-ce que je vais y trouver que je ne trouverais pas sur Internet? Sur Internet, j'ai les avis clients, j'ai d'ailleurs des articles de blog, j'ai des stories, j'ai tout un tas de choses que je vais pouvoir croiser. Donc, est-ce que quand je vais en magasin, finalement, que ce soit dans la qualité de conseil ou peut-être dans la qualité de la relation humaine, j'ai un truc qui se passe qui compense peut-être un peu moins de choix, mais avec cette capacité. Alors, on a vu à New York, on sent un peu que, on parlait d'hyperpolarisation, mais en gros, New York est en train de se séparer en deux. Il y a les gens qui ont de l'argent, et pour eux, ça va très bien, plus que jamais, parce qu'ils ont investi en bourse avec la tech qui a explosé. Et donc, il y a toute une offre de personal shopping, de magasins de luxe qui marche très très bien. Il n'y a plus trop de moyens de gamme. Et après, il y a le Costco, le low cost, vers le bas. Et effectivement, en tout cas pour les gens qui ont les moyens, on voit bien qu'on veut une qualité de conseil, d'accompagnement, voire du personal shopping, ce qui se fait beaucoup là-bas. On voit que certains ont essayé de le développer aussi en online. Donc là, on peut avoir un rendez-vous avec un conseiller, alors évidemment sur des produits à forte valeur ajoutée, et on va pouvoir finalement refaire du conseil à distance. Donc là, ça nécessite de trouver les bonnes interfaces, le bon format, le bon pricing pour que ça soit rentable. Après, on peut utiliser plus le live commerce. Donc évidemment, on pense toujours au one-to-many. On va faire une session un peu télé-shopping, etc. On voit bien que ça cartonne en Chine. Ça a été beaucoup plus compliqué quand on a voulu adapter le modèle en Occident. On s'aperçoit que le live, ça dure pas longtemps. Il faut faire la pub du live qui est censé faire la pub du produit. Donc ça fait un peu la pub de la pub. On se dit finalement, peut-être acheter du retail média, c'est plus simple. On voit aussi qu'il y a plein d'outils
qui marche sur certaines plateformes, mais c'est pas notre site. Donc après, il faut ramener les gens de Instagram ou de TikTok ou de Facebook Live ou de YouTube Live vers notre propre site. C'est pas toujours bien intégré. Eux-mêmes nous avaient promis beaucoup de fonctionnalités social commerce. Ça tarde un peu à arriver. On a du vidéo commerce. Donc c'est Ritax qui expose aujourd'hui. C'est intéressant. Au-delà du live, il vous propose de réutiliser toutes vos stories que vous avez créées pour plein d'argent, que vous jetez au bout de 24 heures et d'en faire des carousels pour pouvoir les mettre sur votre site. Ça marche hyper bien sur mobile et on peut le linker avec le site e-commerce. Et on a le social commerce avec des squadettes, par exemple, qui essaient de nous proposer à terme de faire du shopping à plusieurs. Sur certains achats, des fois, on a envie d'être à plusieurs. Donc, on est dans 2 navigateurs à 2 endroits différents et on peut se rejoindre pour une session où ça peut être une influenceuse qui invite toute une partie de sa communauté à aller sur un site avec elle et de faire un shopping social. Donc là, je pense que on a déjà pas mal des ingrédients, mais personne n'a trouvé encore complètement la recette parfaite pour faire du live commerce aussi seamless qu'un WhatsApp en Chine. Mais bon, on ne désespère pas. La vidéo, on voit que ça continue de prendre. On voit que Fnac, Walmart, Lancôme, Conforama, tout le monde essaie de faire des sessions. Pas toujours évident. À la fois, les responsables marketing veulent faire des trucs hyper léchés, hyper pro. Mais en fait, plus c'est pro, moins c'est authentique et plus ça coûte cher. Donc le ROI il commence à devenir très compliqué à avoir. Et évidemment, c'est plus simple si vous êtes déjà un gros carrefour d'audience naturellement que si vous êtes une petite marque sur laquelle finalement vous avez peut-être intérêt à travailler avec des influenceurs qui eux-mêmes ont déjà du trafic et aller diffuser sur le profil des influenceurs. Donc là encore, il faut tourner autour pour trouver la bonne recette. Ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi le commerce conversationnel qui devient enfin une réalité. On a tous vu de ChatGPT, on aurait enfin des vrais chatbots avec lesquels on peut discuter, qui commencent à nous comprendre sur différents échanges. Mais effectivement, d'abord, pas jeter les bonnes vieilles méthodes. Finalement, à l'heure du Web3, des NFT, etc., un bon vieux SMS, ça marche sur 100% des téléphones. Finalement, qu'on soit Android, qu'on ait l'app, qu'on n'ait pas l'app, qu'on ait un vieux téléphone de grand-mère, les SMS, ça marche. On voit aussi dans des pays comme l'Inde ou comme le Brésil, là on avait Yellow.ai à la NRF, énorme carton pour faire de la vente via WhatsApp en chat. Donc c'est faisable, c'est pas toujours très design, mais en tout cas ça fonctionne très très bien sur ces pays avec une bande passante qui est pas dingue. On voit enfin des chatbots un peu plus intelligents qu'avant. On sort un peu du taper 1, taper 2, oui, non. On commence à voir l'arrivée d'avatars photoréalistes, soit sur des sites, soit en point de vente, pour nous conseiller et pour un peu humaniser cet aspect conversationnel. On a vu un peu moins, par contre, les chats sur site cette année. Et puis tout le travail d'évaluation de la satisfaction client post-achat. Donc là, le NPS, le post-review, et on peut transformer, au lieu de faire un vieux formulaire pas très sexy, sous forme de chat. Donc on avait déjà vu l'année dernière Chatter Research qui est utilisé par Nike, Podium qui vous demande votre avis et qui le transforme en avis Google si vous êtes d'accord et qui arrive à avoir des fois 2, 3, 4 000 avis Google sur des points de vente, donc à faire remonter les choses. Et puis tout ce qui est social listening. Sur la partie customisation, on voit bien que chaque fois qu'on fait quelque chose aujourd'hui, c'est traqué et qu'avec cette data, du coup, tout ce qu'on utilise, notre Google, notre page Amazon, notre page Facebook, notre compte iTunes, tout s'individualise, tout se personnalise. On utilise les mêmes apps, mais le contenu de notre homepage Netflix, Amazon ou Google, elle est différente. Même les résultats de Google peuvent être différents d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'on a déjà cherché, notre localisation, si on est sur mobile ou sur desktop. Et donc demain, on voit bien cet enjeu de personnalisation de la data dans les entreprises. Alors on a eu les DMP, on a eu le CRM, maintenant on nous parle de CDP. Pas évident toujours de s'y retrouver dans ce stack techno. C'est long, c'est lourd, c'est coûteux. Et en même temps, on se rend bien compte que demain, si la data, je ne peux pas la stocker, la nettoyer, mais surtout l'exploiter, la leverager pour personnaliser tous mes points de contact, de mon site web, à mes emails, à ma messagerie, à mes promos, à terme, ça va être compliqué quand les autres vont réussir à le faire. Donc là, il y avait tout un tas d'outils, j'en mets que quelques-uns, mais il y en aurait énormément plus à partager. On voit bien que demain, cet enjeu de personnalisation, alors soit par segment, soit one-to-one, ça va devenir vital pour gagner en efficacité, pour contacter les bonnes personnes au bon moment sur le bon canal. Alors, c'est toujours le serpent de mer sur l'analytics in-store. On a toujours des gens qui nous disent c'est super simple. Bon, en fait, la réalité, c'est que déjà, il n'y a pas de la connexion dans tous les magasins. Il y en a qui veulent installer leur propre hardware. On oublie. Donc là, on a Pass.ai, qui est peut-être un des plus vieux, des plus expérimentés sur le sujet,
Placer.ai, ils ont pas mal de stats, mais c'est qu'aux US, sur le trafic dans les malls, etc. Ça paraît toujours simple, pas toujours évident. On voit bien qu'on va personnaliser aussi le contenu, dans les pubs, dans le branded content, les programmes de fidélité, les communautés privées. On va aussi utiliser de plus en plus de diagnostics de suivi en temps réel. Donc là, on voit la progression de toutes ces applications, dont Modiface, qui avait été racheté par L'Oréal, mais on a Binap.ai pour la santé connectée. On a des capteurs de plus en plus intelligents, de moins en moins chers, qu'on peut intégrer, et donc on va pouvoir transformer des objets de manière intelligente. On va utiliser la réalité augmentée pour l'essayage virtuel, et ça, c'est pas nouveau, ça fait 5 ans maintenant que ça progresse avec des choses de plus en plus sophistiquées. J'aime beaucoup Fittingbox, qui va jusqu'au point de, si vous avez déjà des lunettes, qui supprime les lunettes, parce que vous en avez peut-être besoin pour regarder l'écran, pour ensuite afficher les bonnes lunettes que vous allez choper. Là, on est très user-centrique, on a bien compris les frustrations du client. Les produits sur mesure, donc on peut graver, on peut imprimer sur le packaging, on peut customiser son produit. C'est la technologie Perso qui a été utilisée par Yves Saint Laurent. Vous créez votre rouge à lèvres sur mesure. Prose, du shampoing sur mesure, lancé par un Français, Arnaud Plat, aux États-Unis. 100 millions de dollars de chiffre d'affaires après 4 ans. Pour devenir client, il vous pose 120 questions. Il faut vous abonner et c'est super cher. 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et il pense faire 250 millions d'ici 2025. Et puis, il y en a qui vont jusqu'au DNA, la santé connectée, ou enfin la beauté connectée ou la beauty tech. Il y avait beaucoup de choses de L'Oréal à Vivatech l'an passé, mais cette année au CES, on a vu Brow Magic. Donc, vous imprimez vos sourcils avec une app, vous les customisez, vous les imprimez avec une petite imprimante temporaire. Pourquoi pas? Et Apta qui stabilise votre rouge à lèvres quand vous avez un handicap ou vous avez un peu Alzheimer et que malheureusement vous ne pouvez pas très bien vous maquiller, vous reprenez la main. Donc on va aussi vers les sujets d'inclusion et effectivement des sujets de plus en plus poussés. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie.